Donc bonjour à tous, je m'appelle Quentin Manière et aujourd'hui je vais vous parler d'un papier qu'on a publié à Ishkai, qui va être publié à Ishkai cette année, qui s'appelle Kernel Queries over Delight Ontologies. Et donc ça va nous parler de requêtes de cardinalité avec des ontologies exprimées dans Delight, quoi que ça veuille dire. C'est un travail joint avec Megan, bienvenue, qui est aussi à Bordeaux et dont je suis le doctorant, et Michael qui lui est basé à Paris. Donc le paradigme qu'on explore en fait, c'est de la réponse à des requêtes au travers d'ontologies. Donc le but du jeu, c'est de permettre à un utilisateur d'accéder à plein de données, plein de sources de données différentes, éventuellement assez différentes même, et mais qu'on va intégrer et auxquelles on va accéder au travers d'une même ontologie qui va encoder en fait plein de connaissances qu'on a du domaine dont parlent nos données. Et ça va nous permettre donc déjà d'avoir un accès unifié à tous ces différents types de données, enfin toutes ces différentes sources de données. Et en plus, quand on va répondre à une requête, on va non seulement répondre avec ce qu'on voit dans les données, mais en plus, on va pouvoir inférer plein de choses des données. Donc on va avoir des réponses à nos requêtes qui sont plus riches. En général, les requêtes qu'on cherche à envoyer, c'est des requêtes conjonctives qui demandent essentiellement comment on satisfait une condition qui est donnée comme une grande conjonction. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de requêtes qui font du comptage, c'est-à-dire qui demandent non seulement est-ce qu'on peut satisfaire la condition, mais en fait de combien de façons on peut la satisfaire. C'est en général un peu plus dur. Les façons d'exprimer les ontologies, là, ce sera des logiques de description, et en particulier ce fragment-là. Donc, si vous êtes connaisseur du domaine, vous reconnaîtrez, sinon ce n'est pas grave du tout, on en reparlera. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans mon labo, souvent, quand vous êtes doctorant ou quand vous êtes même stagiaire, en fait, vous allez recevoir de la nourriture. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Donc, en fait, il y a plein d'actions qui vont être liées. C'est-à-dire que là, si vous êtes doctorant, il se trouve que vous allez forcément avoir quelqu'un qui va un jour vous apporter à manger. Et pour brouiller les pistes, cette personne, en fait, c'est pas elle qui a vraiment commandé cette livraison de nourriture, mais si vous recevez à manger, c'est que cette personne, elle agit sur ordre de quelqu'un d'autre. Et donc, ça brouille les pistes. Et donc, on va dire que cette personne qui a donné l'ordre de vous donner à manger, c'est un bienfaiteur. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, admettons. Et donc, ça, voilà, ces axiomes-là, en fait, ils vont encoder ce petit schéma d'organisation de notre laboratoire. Et en plus, évidemment, dès lors que si quelqu'un vous donne à manger, ça veut dire qu'il vous connaissait, et que si quelqu'un demande à quelqu'un de vous apporter à manger, alors ces deux personnes-là qui sont complices se connaissent également. Donc ça, c'est pour la partie ontologie. C'est une ontologie complètement pour l'exemple. Après, on a une partie de données. Notre partie de données, en l'occurrence, ça va être par exemple, OK, A et B, ce sont deux étudiants du labo. Il se trouve que A est connu de B, que B est connu de C, et que un jour, j'ai vu A recevoir à manger de la part de C. Très bien. Donc j'ai des données qui sont un peu incomplètes, et par-dessus ça, je rajoute mon docu. Maintenant, évidemment, mes données sont incomplètes. Et donc, alors pourquoi elles sont incomplètes? Par exemple, parce que là, j'ai représenté mes données un peu sous forme graphique. On voit que B, on sait que c'est un étudiant, mais on ne connaît personne qui lui a donné à manger. Et ça vient de notre premier axiome. Donc, nos données sont incomplètes. Il faut en fait introduire une notion de modèle. Donc là, par exemple, c'est un premier modèle dans lequel, ça y est, on a introduit quelqu'un qui donne à manger à notre étudiant B. Et puis, il a agi en fait sur ordre de cette troisième personne, qu'on ne connaît pas forcément en fait dans les données initiales d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc ça, c'est un premier modèle. Évidemment, il y a plein de modèles différents. Là, en voilà un deuxième qu'on a obtenu en fait en rajoutant un petit peu de façon minimale les éléments qu'il faut pour satisfaire nos actions ici. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais voilà, il y a plusieurs modèles, il y en a en fait une infinité, et on va devoir jongler entre ces modèles. Donc maintenant qu'on a une base de connaissances et qu'on a une notion de modèle, on va chercher à répondre à des requêtes. Et mes requêtes, comme je vous ai donné en introduction, ça va être des requêtes qui vont demander combien. En fait, elles vont demander combien, en l'occurrence, par exemple, mon requête exemple, ça va être combien il y a de bienfaiteurs des étudiants qui leur donnent à manger. Et donc, dans un modèle donné, c'est super facile de répondre à ça, parce que dans un modèle donné, il suffit de compter. Dans ce modèle-là, par exemple, c'est le premier modèle que je vous donne en exemple, il y en a trois, dont un qu'on connaît en fait explicitement. Mais il se trouve qu'on ne peut pas les dire directement dans les données. Et puis, la réponse, c'est 3 dans ce modèle-là. Dans le deuxième modèle que je vous ai montré tout à l'heure, la réponse, c'est 2. Il n'y a que ces deux-là. Et donc là, déjà, on a un problème parce que selon le modèle, on n'a pas du tout les mêmes réponses. Donc, comme on ne connaît pas en fait quel est le modèle qui a l'état actuel du monde, en fait, il va falloir qu'on adapte nos réponses. Et donc, pour ça, on va définir une notion de réponse certaine. Une réponse certaine, en fait, c'est un entier, en l'occurrence,
tel que, dans quel que soit le modèle que vous considérez, en fait, la réponse dans ce modèle est plus grande que cet entier. En fait, une réponse certaine, c'est une borne inf uniforme sur tous les modèles. Donc, avec les exemples qu'on avait vus précédemment, comme il y avait au moins 2 étudiants, on peut se douter qu'il faudra au moins une personne qui donne à manger à tout le monde. Comme on a trouvé un modèle dans lequel il n'y avait que deux bienfaiteurs, on sait que 3, ça ne peut pas être une réponse certaine. Et puis, du coup, on peut se poser la question, est-ce que 2, c'est une réponse certaine? Parce que là, on a vu que des modèles dans lesquels il y avait au moins 2 réponses, mais peut-être qu'il y en a en fait aucun avec une seule réponse. On va voir. Donc, maintenant, comment on répond à ces requêtes? Déjà, pour mesurer la complexité de répondre à ce type de requête, en fait, on va fixer l'ontologie et la requête. Ça fait sens parce que l'ontologie, c'est en général c'est la partie de base de connaissance qui encode vraiment la connaissance du domaine que l'on a. Donc, ça n'a pas vocation à bouger énormément. Et puis, en fait, c'est très coûteux en général de faire une ontologie en premier lieu. Donc, ça fait sens en fait, de s'intéresser à comment ça passe à l'échelle en fonction des données. Donc, notre mesure de complexité, ça va être ça. On va fixer l'ontologie, on va fixer la requête, parce qu'on sait souvent aussi quel type de requête on va envoyer. Et on passe en entrée des données, un entier qui va être notre candidat pour la requête. Et on cherche à décider si notre entier, c'est une réponse certaine pour notre requête sur une base de connaissances. Ce qui veut dire, donc, est-ce que c'est une borne inférieure pour tous les modèles? En général, on ne va pas s'amuser à essayer de tester tous les modèles. On va plutôt essayer de regarder le problème complémentaire, c'est-à-dire essayer de trouver un contre-modèle. Donc, un modèle dans lequel il y a moins de réponses que notre candidat, notre entier candidat. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut le faire sur, on a fixé notre ontologie, là c'est l'ontologie exemple, la requête exemple, on les fixe, et puis on essaie de faire, est-ce que c'est facile de répondre à ce problème-là en général? Donc là, sur les données qu'on avait tout à l'heure, partons d'un modèle, on va essayer de trouver un contre-modèle, donc partons de ce modèle-là, et là on voit que très facilement, il n'y a aucun axiome qui va nous empêcher de fusionner ces deux éléments-là, en fait, nos deux bienfaiteurs de ce modèle-là. Donc, on peut les fusionner et on va obtenir un modèle avec moins de réponses. Très bien. Et a priori, on ne pourra pas fermer. Maintenant, est-ce que c'est une méthode qui marche également avec d'autres données, parce qu'on fait varier les données? Si je modifie légèrement mes données, par exemple avec ces données-là pour lesquelles on connaît en fait un bienfaiteur déjà dans les données, en fait, on peut appliquer à peu près la même chose. On parle de ce modèle-là, très bien. Il y a des matchs qui sont ici, donc des réponses qui sont pour lesquelles on ne connaissait pas les noms en fait, des personnes qui sont en dehors de nos données initiales. On peut les fusionner comme on a fait juste avant. Et en fait, on peut même aller un poil plus loin parce que cet individu-là, il se peut très bien que ça soit en fait aussi C. Donc, on peut carrément obtenir encore un modèle dans lequel il n'y a qu'un seul match ici. Donc, essentiellement, ce qu'on voit avec ce premier exemple, cette première ontologie, cette première requête qui sont fixées, c'est qu'on peut partir du modèle canonique. On peut fusionner tous les matchs qui sont générés dans la partie un peu anonyme de mes modèles. Et si c'est possible, on peut même, tous ces matchs qu'on a fusionnés, les refusionner encore dans nos données si jamais il y a déjà un match dans nos données. Et donc, intuitivement, là je vous l'ai fait avec un exemple, mais intuitivement, ce modèle-là va toujours en fait vous donner un modèle qui minimise le nombre de matchs. Donc maintenant, pour décider si une réponse est certaine ou pas, ça va être facile. Et donc là, tout ça, ça vous donne un processus de décision qui est TC0. TC0, c'est une petite classe de complexité, donc en fait, c'est un cas qui est facile. Très bien, mais maintenant, si on change un tout petit peu notre requête, donc on va garder essentiellement la même ontologie, j'ai juste enlevé la partie qui parle des bienfaiteurs puisqu'on n'en a plus besoin. Et on change un petit peu la requête, c'est-à-dire qu'au lieu de compter quelque chose d'unaire, on va compter les couples Z1, Z2 tels que Z1 est connu par Z2. Et on se donne ce jeu de données qui fait complètement peur, mais en fait, essentiellement, c'est voilà, on a 5 étudiants et ils connaissent, mettons, leur directeur de thèse ici. Et on va chercher du coup à trouver un contre-modèle. Et en fait, quand on veut trouver un contre-modèle ici, comme on cherche les arêtes, comme on cherche à minimiser le nombre d'arêtes en fait connues par, il faut réutiliser à fond ces arêtes-là qui sont déjà dans nos données. Et pourquoi il faut les réutiliser? Parce que comme A1 c'est un étudiant, il faut que quelqu'un lui donne à manger. Et donc, il va falloir qu'il ait une arête qui parte comme ça avec ce prédicat. Qui se trouve être un sous-prédicat de known by. Donc, on va, si on veut éviter que cette arête-là nous donne un nouveau match pour notre requête, on a envie de réutiliser l'arête qui est déjà présente ici. Mais ce faisant, ça va en fait activer l'élément B2, B1 et 2 ici, qui, à cause de cet axiome-là,
va maintenant devoir agir sur les ordres de quelqu'un d'autre, mettons B1, 2, 3. Et donc, du coup, à cause de cette action-là, ça va nous créer un nouveau match pour notre requête. Cette fois-ci, il n'y a pas d'arrête à réutiliser. Donc, on ne peut pas s'en sortir de façon maligne. Par contre, une fois qu'on a fait ça, notre élément A2, il peut très bien utiliser la même arrête ici pour le rôle delivered by, donc se faire fournir à manger. Et essentiellement, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de couvrir A1, A2, A3, A4, A5 par un petit nombre de ces éléments-là. Et ça, en fait, c'est une instance de cette théorie du problème de couverture d'ensemble, qui est connu comme étant NP complet. Et donc là, ce qu'on cherche, en fait, c'est ce qu'on peut, étant donné un univers, donc 1, 2, 3, 4, 5 ici, je vais vous mettre l'instance, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, étant donné un univers 1, 2, 3, 4, 5, est-ce qu'on peut, en piochant pas plus de cas sous-ensembles parmi un ensemble de sous-ensembles donnés, couvrir tous nos éléments. Et en fait, ici, si on est malin, on peut tout faire avec 1, 2, 3 et 4, 5. Et donc, la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est 2. Bref, tout ça pour dire que pour cette requête, essentiellement, on peut faire une réduction qui nous dit que on va être dans cette covering si seulement si on n'est pas une réponse certaine. Donc, répondre à cette requête-là et cette ontologie-là, c'est dur en général. Très bien. Donc, pour vous donner un peu de contexte, là, on a fixé, je vais donner une requête et une ontologie en exemple. En fait, évidemment, on s'autorise plein de types d'ontologies. Et pour limiter un petit peu l'expressivité des ontologies, on va autoriser que certaines formes d'axiomes. Donc, dans DLLite, en fait, on va partir de prédicats qui sont binaires, qu'on appelle des rôles, de prédicats qui sont unaires, qui s'appellent des concepts. On va s'autoriser quelques constructeurs qu'on a déjà rencontrés jusqu'à maintenant, dans l'exemple. Et puis ensuite, selon on va créer des fragments dans lesquels on va avoir le droit d'exprimer nos ontologies, selon les axiomes qu'on va autoriser ou pas dans nos ontologies. Et pour vous donner une idée, les exemples avec lesquels on a jonglé jusqu'à maintenant, ils étaient dans ce fragment-là. Évidemment, du coup, il y a une hiérarchie des langages selon qu'ils sont plus ou moins expressifs. Et donc, ça me permet de vous donner une idée du contexte. Actuellement, qu'est-ce qu'il y avait de connu jusqu'à maintenant? Donc là, j'ai compilé pas mal de résultats. Ce qui était connu, c'était qu'il y avait le setting assez général, en fait, était CoNP complet pour des requêtes un peu plus expressives. Il y avait quelques cas qui étaient connus comme étant faciles. Et le cas atomique, le cas des requêtes très simples que je vous ai montré juste avant en exemple, en fait, il était assez peu compris. Et on n'avait rien de mieux que la borne supérieure CoNP très générale qui a été obtenue en 2015. Et dans le cas d'ontologie assez expressive, un résultat de P difficulté. OK. Mais du coup, ça justifie, en fait, ça nous a poussé à nous concentrer sur ce cas très simple de requêtes extrêmement simples. C'est les deux requêtes que je vous donnais en exemple, qu'on appelle les car-native queries, donc qui viennent en deux saveurs, d'une part quand le prédicat est binaire, d'autre part quand le prédicat est binaire. Et on a du coup cherché à comprendre exactement quelle complexité on pouvait obtenir avec cette requête-là, si on s'autorise des ontologies plus ou moins expressives. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est que pour le cas de concept, ça pouvait être éventuellement TC0, et en fait, ça sera tout le temps TC0. Ça, c'est un truc qu'on a pu montrer. On se doute que ça peut être TC0 dans plein de cas, c'est facile de faire des requêtes un peu triviales. Et ce qu'on a vu dans l'exemple aussi, c'est que des fois, ça peut être CoNP dur, CoNP complet. Et après, il se passe des choses entre les deux. Mais ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est de ce cas-là. Le cas pour lequel je vous ai montré que ça peut être CoNP dur. En fait, on a un joli résultat qui montre qu'il n'y a que 3 complexités possibles. Soit on est CoNP dur, donc pour une requête fixée, pour une ontologie fixée, vous n'avez que 3 complexités possibles. Donc ça vous donne une complexité, il y en a que 3 possibles. CoNP dur, facile, donc dans CC0, ou bien équivalent à PM. PM, c'est Perfect Matching. Enfin, c'est assez surprenant de ce problème-là. Il apparaît ici, qui est connu comme étant sous P, mais dont la complexité exacte est un peu inconnue. OK. Donc, juste pour vous donner une idée de comment on fait ça, en fait, on a un critère qui nous donne exactement une condition pour être CoNP dur.
En fait, ça se repose sur une propagation non triviale. Et ça, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Ça, B, en fait, si on arrive à trouver ce pattern-là dans notre ontologie, alors en fait, on va avoir tout ce qu'il faut pour encoder des problèmes difficiles. Donc, répondre à des requêtes, ça va être très compliqué. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné essentiellement. Si vous remplacez S par connu2, B par student, etc., vous allez récupérer l'exemple. A, un petit chouïa de vérification près. Donc là, ça ne faut pas lire ça. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est juste que c'est des conditions qui sont faciles à vérifier. Donc, on a un critère qui est utilisable en pratique. Et ça, c'est confortable. Maintenant, si on enlève en fait la propagation, si on n'autorise pas ce genre de pattern dans notre ontologie, ben, en fait, on peut encore être équivalent à un point de maximum matching. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous rappeler, maximum matching, c'est un peu c'est un problème qui consiste à essayer de couvrir des sommets d'un graphe en utilisant un certain nombre d'arêtes. Par exemple, hop, ça va être un 2 matching. Parce qu'on utilise deux arêtes, très bien. Ça ne serait pas un matching légal parce qu'il y a des sommets qui sont touchés plusieurs fois. Et puis là, en fait, on peut carrément trouver un perfect matching, c'est-à-dire un matching de taille maximale. Ici, ce serait un 3 matching. Et en fait, ce problème-là est connu comme étant dampé, mais la complexité exacte de ce problème-là n'est pas bien comprise. En tout cas, notre problème, il s'avère qu'il peut être équivalent à celui-ci. Et donc, on a ce résultat de cette trichotomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ce fragment de logique dans lequel on peut exprimer une ontologie, si on arrive à trouver une propagation non triviale, alors on va être ONP complet. S'il n'y a pas de propagation non triviale, peut-être, mais par contre, qu'il y a ce critère de non-trivial pairing, on va être L équivalent à perfect matching, et puis sinon, on va être facile, donc dans TC0. Sachant que le critère de non-trivial pairing, encore une fois, il est facile à vérifier, c'est un truc qui est manipulable. Voilà. Et puis, en mot de conclusion, il y a plein de choses à faire en fait à partir de là. C'est-à-dire que là, on a une classification de complexité qui marche bien pour un fragment, mais si on va un petit peu au-dessus, on a trouvé quatre cas différents. On n'est pas sûr que ce soit les seuls cas possibles. Donc, on pourrait essayer de raffiner ça. Ou alors de se contenter de quelque chose qui nous sépare les cas CoNP durs des autres cas, peut-être en adaptant ce qu'on a déjà. Évidemment, on peut bouger aussi le curseur et s'intéresser à d'autres logiques de description, d'autres formes de requêtes, parce que là, on est quand même sur une forme de requête qui est très simple, mais surprenamment qui donne des comportements assez compliqués, assez subtils. Et puis, logique de description, ça peut être intéressant d'aller voir des logiques de description qui parlent en fait de cardinalité, vraiment, parce que là, en fait, la seule chose que faisait une logique de description, c'était de nous dire il existe un élément qui va satisfaire ça. Mais on pourrait s'intéresser à des logiques qui nous disent, OK, il en existe au plus 1. Donc là, ça interagirait plus avec le comptage. Et puis, évidemment, on pourrait s'intéresser à implémenter tout ça parce qu'on a des cas qui sont implémentés, enfin, a priori, faisables en pratique. Donc, on pourrait s'amuser à implémenter ça. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, que ce soit Laurent ou Laurent, je suis preneur. Merci Quentin. Je veux bien commencer parce que je pense qu'il y aura d'autres questions, mais dans toute cette hiérarchie de difficultés de requêtes par rapport au langage, moi je m'intéresse à des requêtes de comptage. Donc, est-ce que tu penses que si on se pose une question sur un comptage, c'est-à-dire combien de solutions ont ce type de choses, est-ce qu'on va vraiment devoir tout faire s'écrouler, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient dans le langage, ou est-ce qu'il y a espoir ou pas, ou est-ce que tu verrais des choses là-dedans? Mais du coup, tu parles de classes de complexité qui sont liées à des version problème de décision ou version des choses comme PP Version PP, etc., SharpP, enfin vraiment, parce que souvent dans les mondes, en apprentissage, dans plein de domaines de l'IA, en fait, ce qu'on aimerait, c'est compter, quoi. Pour faire du raisonnement probabiliste, pour faire de l'inférence bayésienne, etc. Donc, tu aimerais avoir des ontologies, avoir des mécanismes. Alors, peut-être sur les ontologies, c'est hors sujet, hein, peut-être, tu vois, parce que c'est pas forcément des datas, c'est peut-être plus des descriptions des données. Tu vois, souvent, tu as ces problèmes, les gens, en tout cas, en SAT, qui viennent nous voir, souvent, ils veulent compter, en fait. Tu vois, tu veux savoir s'il y a beaucoup de bugs ou s'il n'y en a qu'un, quoi. Enfin, voilà. Ouais, en fait, les problèmes que l'on a
Alors, attends, hop, je trouve ça. Voilà, dans le contexte ici, les réductions ici qu'on a, qui sont On voit plus PNP, ton écran. On voit plus ton écran. Vous voyez plus mon écran? Ah zut! Ah oui, tu l'as. C'était T'es pas. parti en week-end. Ah non, Week-end c'est de moi Noël. qui ai stoppé pour qu'on se voit tous. Ok. Là, est-ce que vous le voyez? C'est bon? Ouais, Oui. ouais. Yes. Les réductions ici qu'on a qui sont. Alors, du coup, c'est version décision. Est-ce qu'on a une borne sur le nombre? En fait, ici, on réduit souvent à partir de 3 salles, justement. Et c'est des réductions qui préservent en fait pas mal le nombre de tubes qui satisfont ta formule. Et donc, vraisemblablement, on devrait pouvoir faire des liens avec des classes comme Sharpay. Ok. Alors, on n'a pas assez creusé, en fait. On n'a pas assez encore fait le pont entre cette version décision et les versions Sharpay. Mais sans doute, on peut faire des liens avec ça assez facilement, en fait. Ça mérite d'être creusé. Mais bonne question, parce que c'est vrai que là, en fait, on présente un problème de décision qui, est-ce que pour une certaine borne donnée, c'est une bonne borne ou pas? C'est peut-être un peu une déformation. C'est vrai que naturellement, on pourrait avoir envie de juste ressortir l'entier, la meilleure borne. Déjà, la meilleure borne, ça c'est, mais ça, bon, tu peux faire une dichotomie éventuellement, mais même compter en fait tes solutions qui ont cette borne en fait. Et tu vois, si tu as du bruit, tu dis je veux la borne à 5%, bah, tu vois, en fait, en pratique, souvent, c'est des problèmes comme ça, voire des problèmes encore plus compliqués où tu veux trouver le nombre de solutions minimales. Tu vois, donc, en fait, là, tu montes en hiérarchie, c'est catastrophique, quoi. Bah, Mais trouver la meilleure borne, c'est un truc qu'on a regardé dans un article précédent. C'est-à-dire que là, quand on a du co-NP complet, essentiellement, donc ça, c'est pour est-ce que c'est une borne inférieure? Est-ce que c'est la meilleure borne inférieure? On sait que c'est DP complet. Donc, en effet, on va vraiment monter en difficulté. Voilà. parce qu'en SAT, ouais, en SAT, on voit vraiment la différence entre les classes. Quand tu commences à compter, c'est l'enfer, quoi. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Vraiment, Vraisemblablement un peu aussi ici. c'est sûr. Merci.